rimes tropicales qui tuent, qui rendent très têtus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de merde aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son homme aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le droit et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Fabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes peu te dit que tu vas épouser une bamilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le frais. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Moi sur nous de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits moumous, dont l'art un peu de pouvoir et il te traite comme un glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon corps, trop n'a pas le faire. Je ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Je ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moyens, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu es légende, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanda te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Je me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Blablabla, blablabla. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Le midi fesse te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le reste est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. ¿Qué pedas? Amiso, mambo la torino, yo la voy a quemar, mambo, no puedo.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et mes félicitations à Grace Deka qui a prouvé aux militants du MLC que tout le monde a le droit d'exprimer, tout le monde a le droit de s'exprimer et de faire ce qu'il veut. Pour ce courage, nous te félicitons, Grace Deka, pour ton courage d'avoir
presté. Nous sommes contents. Mes félicitations encore une fois de plus. Voyez-vous, lorsque nous on parle, on nous dit non, nous sommes des haineux, nous sommes des tribalistes, mais les faits, mes frères, n'écoutez jamais les discours, les faits. Roger, je t'appelle tout à l'heure, dès que je fais le direct, je fais le direct d'1 heure. Il t'appelle, on va faire une transaction. Je vais te faire un terrain pour le livre là. Voilà des gens, les militants du MSC, qui pensent être rusés, plus que tout le monde. Les gens qui ne comprennent pas dans quel... s'il te plaît, laisse-moi faire le direct. Les gens qui ne comprennent pas ce que nous vivons au Cameroun. Nous vivons au Cameroun une imposture qui ne dit pas son nom. Mais l'imposture perdue parce que les autres peuples du Cameroun se sont laissés faire. C'est pour ça que l'imposture s'est installée comme une norme, comme une règle. C'est normal que ça marche comme ça. Moi, je vais continuer à dire, avant l'ouverture de la route Yaoundé, Larselou, Yaoundé, Douala, écoutez-moi. Avant l'ouverture de Larselou, Yaoundé, Bafoussam, écoutez-moi. Ce sont les faits. Le transport interurbain de chaque département était assuré par les ressortissants de ce département. Pour partir de Bafia, pour Yaoundé, ceux qui sont des Mbamois se rappellent d'un transporteur grec qui avait le car qu'on appelait généralement grand car, qui partait de Bafia à 4 h du matin. Il partait de Bafia à 4 h du matin. Il faisait le ramassage sur tout le parcours. À l'époque, c'était l'ancienne route. Et les petits cars, à l'époque, les petits cars, c'était les cars Saviem, les cars Gina. Pour partir de Yaoundé, pour aller à Maka, pour aller à Edea, on prenait, c'était les ressortissants de ces localités qui s'occupaient du transport. Mais il s'est passé quelque chose. Nous, on va le dire, le redire. Ce sont les faits historiques. Les faits historiques sont têtus. C'est dans ça que nous sommes. Pour donc cacher ça, pour empêcher aux gens de regarder de ce côté, pour, mon frère, tu connais André Carr, tu connais, pour que les gens ne s'intéressent pas à ce côté, qui est le nœud gordien du système qu'on a au Cameroun. Il faut créer diversion. Il faut créer des choses sans caleçon, des choses sans tête, des choses sans queue. Comme vous voyez les militants du MSC faire. Vous devez comprendre une seule chose, que lorsqu'on mettait l'État du Cameroun sur pied, on a pourchassé les militants de l'UPC en France. Le père Wungli Massaga, paix à son âme, nous a expliqué comment il a été exfiltré de France pour atterrir en Algérie. Les militants de l'UPC étaient pourchassés en France. On est allé empoisonner M. Moumier en Suisse, un agent de service secret français du nom de M. Bestel.
Nous sommes en 2022. Les militants du MSC sont en France. Ils violentent tout le monde. Les services français ne leur donnent pas une amende. Rien. Rien et rien et rien. Je vous pose la question. Lorsque les... Écoutez-moi, hein, je vous parle des faits. Parce que moi, avant de venir parler cela, je vous parle des faits. Lorsque les Zaïrois, Congo et Congolais ont brûlé des voitures, des scooters en France lors du concert de Fali Poupa, ils ont été arrêtés. On les a infligé des amendes. Vous entendez encore que les Congolais sont allés empêcher un artiste congolais chanter en France? Est-ce que vous entendez encore? Mais observez bien. Observez bien. Les Camerounais, militants du MSC, qui sont en France, en Allemagne, en Belgique, à Londres, ont fait du territoire français un no man's land pour une catégorie de certains Camerounais. Caresse Fosso a son concert le 21 en France. Il n'y aura pas de bagarre. Non. Il n'y aura pas de bagarre. C'est pour ça que je dis aux naïfs, la vérité c'est que lorsque vous regardez ça, vous vous dites, mais les Camerounais là, pourquoi ils ont un droit de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent? C'est pas pour rien, mes frères. Derrière les militants du MSC de France, et de Belgique et d'Allemagne, il y a de la politique. Il y a de la politique. Moi, l'information libère le cerveau. Quand tu connais quelque chose, quand tu connais quelque chose et que tu es en train de voir comment se comportent des gens, prenez garde. Je vous ai dit et je répète. Non, mon frère, Paul Biya n'est pas l'ennemi du Cameroun. Non, mon frère, Paul Biya n'est pas l'ennemi du Cameroun. Ce que tu écris là, c'est juste que tu n'es pas sûr, tu n'es pas honnête. Mais moi, je vais te prouver que Paul Biya n'est pas l'ennemi du Cameroun. Parce que ce que je vais te citer là, ce sont les faits. Ce sont les faits. Moi, quand je parle de ces choses, je ne parle pas de ces choses parce que je veux juste que les gens comprennent ce qui va leur arriver demain. Et ça va les arriver. Ils ne vont pas échapper. Ils ne vont pas échapper. Ça va les arriver. Lorsque nous voyons ça venir, retenez que le monde capitaliste a une philosophie. Toujours s'enrichir par tous les moyens. Nous devons avoir des alliés.
Même s'il nous faut organiser un génocide, une guerre civile dans un territoire, pourvu que nous ayons nos intérêts préservés. C'est ça qui arrive au Cameroun. Au Cameroun, on a fabriqué des gens. On a fabriqué des gens sortis de nulle part. En 1945, en 1950, il n'y avait pas de millionnaires. Il n'y avait pas d'hommes d'affaires. Le territoire était un comptoir colonial, contrôlé d'un côté par les Grecs, de l'autre côté par les Libanais, d'un autre côté par les Italiens. C'était comme ça qu'était organisé le comptoir colonial. Lorsqu'ils ont décidé de mettre sur pied les États, on a décidé de sortir ces Grecs et Libanais et Italiens du circuit. On les a remplacés par des Camerounais. Ça a été fait par l'administration française et qui a choisi les gens particulièrement. La société qui a choisi les gens particulièrement s'appelait la société d'assistance technique. Je vous ai lu ça ici. Mohamed, s'il te plaît, tu me laisses faire le direct. La société s'appelait Société d'assistance technique du Cameroun. La SATEC. C'est la SATEC qui choisissait qui on doit donner l'argent au Cameroun. Mes chers amis, on ne doit pas vous distraire. On ne doit pas vous distraire. Quand on vous distrait avec la basse, le message du MSC, quand je viens faire mon direct, je reprends les faits historiques. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais on ne veut pas mettre ça sur la table. Je mets une vidéo pour vous faire comprendre quelque chose. Je mets une vidéo. C'est facile de parler. Je vous mets une vidéo. Je vous mets une vidéo. Je vous mets une vidéo. La première vidéo, je vais vous mettre deux vidéos. Je vous mets deux vidéos et je vous mets deux vidéos. Il y a des gens parmi les enfants de la forêt qui pensent que le Cameroun, c'est leur pays. Hey, tu es citoyen d'un territoire lorsque tu as des intérêts dans ce territoire. Alors? 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 Là. Voilà. Alors? Alors? Pour le commissariat ou la gendarmerie, ça ne va pas.
Regarde, le commissariat, ils ont tout détruit au commissariat, même à la gendarmerie, c'est tout détruit. Oui. Ah? Bon, ça c'est la première vidéo. Dans ce département à l'Ouest Cameroun, écoutez-moi bien, hein. Écoutez-moi, vous les citoyens, vous les populations de la zone forestière, qui sont étrangers dans leur territoire, ils ne comprennent pas ce qui se passe, qui continuent de penser que non, le Cameroun, le Cameroun. Sortez de votre carapace. À l'Ouest Cameroun, lorsqu'il y a un problème dans un département, on va brûler la préfecture, on va brûler le commissariat, on va brûler la gendarmerie. Lorsque dans un département, on brûle la sous-préfecture, on brûle le palais de justice, on brûle le commissariat, on brûle la gendarmerie, on arrête le commandant, on arrête le commissaire, on les amène à la chefferie. Pour vous, les enfants de la forêt, qui ne comprennent rien, qu'est-ce qu'on remet en cause? Mes chers amis, on remet en cause l'État. Écoutez-moi quand je vous parle. On remet en cause l'État devant vous. On remet en cause l'État. Que vous vous agrippez en disant l'État, 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 l'État. Mais là-bas, on remet ça en cause. Ce que je vous dis là, ça se passe dans l'Ouest Cameroun. À Foumbot, on est allé au palais de justice, on a tout brûlé. Tous les archives, brûlé tout. Oui. Mais c'est cet État. Au lieu que vous, les enfants de la forêt, vous préservez votre acquis. Vous vous levez. Vous mettez à vendre votre patrimoine. Au lieu de préserver votre patrimoine, le patrimoine des enfants de la forêt, c'est la terre. Mais regardez leur comportement. Ils prennent le papier. En contrepartie du papier, ils donnent un bien physique, la terre. Je vous mets la deuxième vidéo. commissaire au commandant Bunta Fondo, pas la pas pour voir ce matin toi de pour aller mais pas non, il y a mal les choses. Mais sauf fond. Donc mi commandant Bunta au commissaire pas Bunta Fondo. Pas mal en temps. Le commandant et le commissaire sont à la chefferie. Ceux qui sont censés
à mettre de l'ordre sont arrêtés à la mettre à la chefferie. Même s'ils ont fait quoi? Même s'ils ont fait quoi? Ils doivent être arrêtés. Par qui? Qui arrête un commandant de brigade? Qui arrête un commissaire? On remet devant vos yeux l'autorité de l'État. Que je vois nos aînés de la zone forestière qui pensent que cet État-là, tel que ça a été configuré par le colon, ça restera comme ça indéfinitivement. Hey. Paul Kagame, il vivait dans un camp de réfugiés en Ouganda. Écoutez-moi, Paul Kagame vivait dans un camp de réfugiés en Ouganda. Là-bas, il a été récupéré par les services secrets américains, formé aux États-Unis, envoyé en Ouganda comme agent de service de renseignement en Ouganda, avec pour mission de déstabiliser son propre pays et de prendre le pouvoir. Bon, qu'est-ce que vous constatez au Cameroun? Au Cameroun, écoutez-moi, quand je vous parle du comptoir colonial, je veux donc aller maintenant vous montrer comment ça fonctionne à l'international. La mise des États, la mise sur pied des États, pas d'un principe. Nous ne voulons pas négocier avec plusieurs chefferies. Nous voulons avoir un seul chef qui commande nos territoires. Comme ça, ça nous sera facile de faire les affaires. Donc la mise des États a été une idée venant des multinationales. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand tu es Camerounais, les institutions internationales, je veux que vous, Camerounais, comptez les institutions internationales dont les Camerounais sont représentés et je veux que vous faites la comptabilité de combien de Camerounais ressortissants de la zone forestière sont là-bas. Bon, je vais vous rassurer. Pour pas vous faire souffrir trop. L'ouest, le nord-ouest, le sud-est représentent l'État du Cameroun dans presque 95% des institutions internationales à l'international. Les trois régions là. C'est devant vous que ça se passe. Vous croyez que quelqu'un, par le fait qu'il a un titre foncier dans le département du Noun, peut aller prendre un terrain là-bas? Vous croyez ça? Tu peux porter tes pieds, aller dans le département du Noun, dire que voici mon titre foncier, j'ai acheté le terrain-ci, en telle année, décapiser les gens. Je vous pose la question, s'il vous plaît, répondez-moi. Tu peux aller dans le département du Noun, dans le département de la Mifi, moi, Bafia, aller au nord-ouest,
dit que j'ai acheté ce terrain-ci en 1950 quelque chose. 1960 quelque chose. Voici mon titre foncier. Vous croyez? Mais regardez où on voit l'État du Cameroun. On voit l'État du Cameroun sortir ses muscles. Quand il s'agit des douanes, quand il s'agit des bêtises, je vous parle des faits. C'est là-bas qu'on te parle de la loi. C'est là-bas qu'on te parle de... Le ministre vous a sorti le département où on vend pour le terrain. Dans tous ces départements qu'on a cités, il y a eu combien de départements de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest? Vous êtes des étrangers qui ne comprennent pas ce qui se passe. Pour ce faire, il faut créer diversion. Pour ce faire, il faut occuper d'autres. Il faut occuper les gens à ne pas s'intéresser à ce que je vous dis. Quand il fait un direct, les gens refusent de partager. Mais ce que je vous dis là, vous n'allez entendre ça nulle part. Aucune page Facebook ne peut prendre mon direct et faire des coupures, faire des partages. Jamais. Parce que ce que je vous dis, vous n'entendez ça nulle part. Nulle part. Jamais. On dit que le Bafiala est dangereux. Parce que si vous multipliez ce qu'il dit dans ce direct, c'est grave. Le Bafiala est dangereux. Faites comme s'il n'existait pas. Ne faites pas le coupure de ces vidéos. Mais observez les vidéos qu'on coupe sur la toile. Oh, Dylan Comédie Agnès, un garçon. Vreux. C'est dans les pages Facebook. Oh, Dylan Comédie Agnès. Oh, Dylan Comédie. Wow. Je prends mes mains, je mets à la joue. Grande diversion. Tout ça, c'est la diversion. Il faut multiplier des sujets, des faits divers sur la toile. Multiplier. Diversion. Je dis bien diversion. Le vrai problème que je vous parle, ce sont des intérêts économiques et financiers. L'accaparement de vos terres, ça se passe chez vous. Je vous pose encore la question. Est-ce que tu peux prendre ton titre foncier, aller dans le Noun, revendiquer un terrain? Est-ce que tu peux? Les gens ne doivent pas comprendre ce que moi je leur dis. Ils sont là. Ils pensent que ce qu'Abdel dit, c'est pas important. Moi, je connais ma mission. Je connais bien ma mission. Et je vais accomplir ma mission. Claire et nette. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Ça fait combien de jours que je vous ai dit ici qu'on a fermé les boutiques de Bamileke dans le Noun, dans certains départements, dans le Noun, parce qu'ils augmentent les produits. Ça fait combien de jours on a arrêté le commandant et le commissaire?
il n'y a que les enfants de la forêt. Quand il est directeur dans une multinationale, il ne comprend pas le système. Il ne comprend pas le système. Moi, j'ai travaillé chez Bolloré 15 ans. J'ai vu le feu avec mes yeux. Le feu. Quand je parle ici, je l'ai vécu. C'est en vivant ça que on a cherché à comprendre le Cameroun. Mais s'il fallait rester à observer le Cameroun avec le prisme de Paul Biya Mosgou, tu ne vas jamais comprendre le Cameroun. Jamais de ta vie. Mais pour comprendre le Cameroun, commence à observer des positions économiques et financières. Tu vas comprendre le Cameroun. Tu vas comprendre où tu dois mettre le pied. Où tu ne dois pas mettre le pied. Mais si tu restes à regarder le Cameroun, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Moi j'ai toujours une question légendaire. Paul Biya reste à Bamenda. Paul Biya n'habite pas Bamenda. Lorsque un juge, un policier, un sous-préfet fait un tort à un citoyen, Paul Biya est à Bamenda. Lorsque tu commences à poser la problématique avec ce regard, ça t'ouvre un autre champ, vaste comme ça. Un champ qui n'a pas de limite. Mais si tu te fais réduire à observer le Cameroun dans le prisme de Paul Biya Mosgou, tu es tombé dans le piège. Pieds et mains liés. Tu ne ressors plus. Entre-temps, on vient vous parler du discours. Mais on ne vous parle pas des vrais sujets. On ne vous parle pas des vrais sujets. On vous dit, vous êtes des paresseux. Vous ne travaillez pas. Mais on ne vous a jamais dit qu'au Cameroun, le premier grand distributeur, je dis bien, de premier grand distributeur des magasins de distribution comme Carrefour, comme Auchan, au Cameroun, fut un étonne Théodore Bela. Avec plus unique. Mais la question que tu dois te poser, mais pourquoi il a fermé? Parce que si tu te poses la question, mais pourquoi Théodore Bela a fermé? Automatiquement, tu vas chercher à savoir quels sont les moyens de paiement que Théodore Bela a utilisé pour payer ses fournisseurs. Mes chers amis, tu es en train de sortir du prisme de Paul Biya Mosgou. Tu es en train de libérer ton cerveau. Tu es en train de libérer ton intelligence. Parce que tu poses là les vraies problématiques. Lorsque un grand commerçant ferme, pourquoi il ferme? Ok. Est-ce que son magasin était approvisionné? Oui. Est-ce que son magasin était approvisionné? Non. Pourquoi? Mais si tu n'es pas approvisionné, ça veut dire que les fournisseurs ne t'ont pas envoyé la marchandise. C'est simple comme bonjour. Tu n'es plus dans le prisme de Paul Biya Mosgou. Tu es dans l'esprit de comprendre pourquoi ça marche comme ça. C'est pour ça que je dis aux gens, tous ceux qui m'écoutent, tu n'as pas besoin de détester le Bamileke. Parce que si tu tombes dans le piège des militants du MSC qui veulent que les gens détestent le Bamileke, parce qu'ils savent
le détestement du Bamileke va faire en sorte que tu vas laisser de côté la réflexion, l'intelligence d'étudier et de comprendre le mécanisme. Tu entres dans la haine stérile, saugrenue, villageoise, sans rien à la base. C'est de ça qu'il est question, mes chers frères. La question que je pose tous les jours quand je fais mes directs, il y a un Camerounais. Écoutez-moi, je vous parle des choses qu'on ne vous dit pas. Mais on veut nous venir, on veut que moi, je rentre dans les choses, dans le direct. Dylan Comédie, nous sur le cadématique. Kabran Nanji a fait que. Jackie a fait que. Ça, c'est quand je veux rire. Quand je veux rire, j'entre chez Kabran Nanji, quand je veux rire. Quand je veux rire, je m'en vais voir Fingontalala. Quand je veux rire, je m'en vais voir les rigolades de Mbalmayo. Quand je veux rire, je vais voir l'homme, c'est qu'il a Moine Mininga. Quand je veux rire, je vais aller voir Edoudoua. Ça, c'est quand je veux rire. Mais lorsque je regarde les pages Facebook qui font dans la manipulation, Premier ministre Antoine Bachot, Benji, Créé Congosa, l'autre page aussi, CCL, il y a aussi quelques médias qui mettent là sur Internet. Lorsque tu ne comprends pas ça, c'est que comment comprendre Cameroun? Maintenant, écoutez, lorsque tu es un Camerounais qui essaye de voir comment ce système marche, c'est pour ça que j'ai mis le sujet du Tibet. Liberté, monnaie, corruption. La Grande-Bretagne, écoutez-moi, la Grande-Bretagne va laisser sa lire sterling lorsque la poule aura les dents. Parce que les plus grands géopoliticiens du monde, c'est les Anglais. Les plus grands géopoliticiens du monde, ce sont les Anglais. L'argent, c'est la souveraineté. L'argent papier, c'est la souveraineté. L'argent papier, c'est la liberté. Si on te le contrôle, tu n'es plus libre. Si on te le contrôle, tu n'es plus souverain. Qui contrôle l'argent au Cameroun?
Pardon, répondez-moi. Qui contrôle l'argent au Cameroun? Pardon, répondez-moi. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un seul instant tous ces gens qui manipulent sur la toile? Venir vous parler des intérêts économiques qui se foisonnent au Cameroun? Hein? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il y avait un Camerounais qui avait une grande clinique renommée internationale. La clinique Sopo Prison. La seule clinique qui avait le droit d'avoir une morgue. Parce qu'une morgue suscite beaucoup de pratiques. Dans une morgue, beaucoup de choses s'y passent. Écoutez, quand je parle, la seule clinique au Cameroun privée qui avait le droit à une morgue, ça s'appelait la clinique Sopo Prison. Ça existe encore? Hein? Je vous pose la question. Ça existe encore? Vous les enfants de la forêt, qui ne comprenez que dalle. Vous ne comprenez rien. On vous distrait. On vous raconte des bobards. On vous éloigne de ce qui est fondamental à vous. Je vous raconte donc une anecdote. Est-ce qu'il y a encore une clinique privée qui a une morgue au Cameroun? À Douala. Je suis encore à Douala. Répondez-moi, écrivez. Est-ce qu'à Douala, il y a encore une clinique privée qui a une morgue? Répondez. Bon, il n'y en a pas. Il y a. Il y a. Je vous dis donc, il y a. La question que vous devez me poser, mais Abdel, c'est où? Est-ce que vous connaissez où se situe la chaîne de télévision du peuple qu'on appelle Equinox? Vous connaissez? Vous connaissez la chaîne de télévision qu'on appelle Equinox? Vous connaissez qu'au premier niveau, au deuxième niveau, au premier niveau, au deuxième niveau, c'est la clinique. Vous voyez quoi, moi? En bas là-bas, il y a une morgue. Construit, fini. Mais on a refusé l'autorisation. Le docteur s'appelait docteur Yonta. Je vais vous poser la question.
est-ce que tu construis la morgue, tu finis avant de demander les autorisations ou bien tu demandes l'autorisation avant de construire? Vous là, et quand je vous regarde comme ça là, dormez. Dormez, vous comprenez? En 2050, vous serez étranger au Cameroun. Ce que je parle, là, on a expérimenté ça, mis sur pied, bien appliqué en Côte d'Ivoire. Oui. Va en Côte d'Ivoire, va à Abidjan, cherche les Abidjan. En Côte d'Ivoire, on l'a expérimenté sur un groupe ethnique. Au Cameroun, on est en train de l'expérimenter sur 4 régions. C'est devant nous. Ça arrivera. Restez tranquille. Ça arrivera. Ça arrivera si vous ne preniez pas conscience que c'est votre bien précieux de préserver votre espace vital. Lorsque vous n'avez plus votre espace vital, c'est terminé. Pour atteindre cet objectif, il faut mettre sur pied un gros plan de manipulation, de changement d'histoire. Comme on a commencé avec les anglophones. Qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne. Non, Mekinda, 2050, ça signifie qu'en 2050, on sera étranger. On aura tout perdu, tout. On ne restera plus avec rien. Je dis bien, on ne restera plus avec rien. Parce que, je vous rassure et je continue en vous disant, puisque les peuples de la forêt ont une particularité, ils ne retiennent pas les erreurs du passé. Ils vivent au jour le jour. Ils n'anticipent pas, ils ne disent pas que dans 10 ans, comment sera le pays, comment seront nos enfants, comment nous allons laisser nos enfants, qu'est-ce qu'on leur protège, qu'est-ce qu'on leur garde pour le futur. Non, les seuls peuples au Cameroun qui vivent comme si demain, ils s'en foutent. C'est le peuple du centre, du sud, de l'est et du littoral. C'est pour ça que les autres mettent sur pied des éléments constitutifs du contrôle total. C'est pour ça que j'ai commencé à faire mes directs en vous disant l'Ordre national des pharmaciens, des ingénieurs, des architectes, des avocats, tout ça là, c'est contrôlé, suivi à la lettre. Tu prends l'ordre national des experts comptables, c'est contrôlé, suivi à la lettre. Si on te prend, on te met là-bas président, en bas là, tout ça est quadrillé. Mais nous, on va pleurer en 2050. Nos générations vont se dire, mais qu'est-ce que nos parents ont fait? C'est tout. On a passé le temps à vous dire, Paul Biya Mosgo, Paul Biya Mosgo, Paul Biya gère mal, Paul Biya gère mal, Paul Biya gère mal. Mais c'est pour ça que quand je vous dis que, mais est-ce que Paul Biya est à la chambre de commerce? Je vous rappelle que la chambre de commerce est l'interface entre le Cameroun, la République du Cameroun et les multinationales qui veulent s'intéresser au Cameroun.
c'est pas Paul Biya. Et leurs textes sont clairs. La loi dit qu'ils sont 157. Ni plus, ni moins. Une chambre de commerce qui représente un pays à 157 membres. Continuez. Vous avez compris? À bon entendeur, salut. On se prend demain. On m'a donné 1 heure de faire le direct. On ne peut pas dépasser 1 heure. Vous allez voir de vos propres yeux. Mais avant qu'on ne se sépare, je vous mets une vidéo. S'il vous plaît, je veux que vous écoutez bien cette vidéo. Cette vidéo vous parle de l'inflation. Je vous mets une vidéo. Ça parle de l'inflation. Ça parle de l'inflation. On m'a donné 1 heure, donc je vous en supplie. On ne doit pas dépasser 1 heure. Mauvaise nouvelle pour notre porte-monnaie. L'inflation est de retour en France, plus 2,3% sur un an. Nous n'en avons pas fini avec l'inflation haute. Ce mois-ci, l'inflation explose. L'inflation, c'est la très mauvaise surprise de l'année 2022. Beaucoup se demandent pourquoi on n'indexerait pas tout simplement les salaires sur l'inflation. L'inflation, avant de nous pencher sur les questions économiques, ça voulait pas dire grand-chose pour moi, si ce n'est que je l'avais associé à quelque chose de négatif et de dangereux. Et je ne suis pas la seule, car depuis plusieurs décennies, l'inflation a mauvaise presse. C'est mauvais. C'est mauvais pour le pouvoir d'achat, pour la consommation, pour la croissance. Ça semble logique. On se dit que l'inflation, ce sont les prix qui augmentent. Et ça peut pas être une bonne chose dans notre imaginaire. De plus, la plupart de nos dirigeants ces dernières années ont pris des décisions économiques directement en fonction de l'inflation, qui ne devait surtout pas augmenter. Tant pis si le chômage explose et qu'il faut réduire les dépenses publiques. Tout plutôt que de laisser l'inflation s'envoler. Tout plutôt que de finir comme le Venezuela et ses billets qui ne valent plus rien. Parce que c'est notre projet. Mais est-ce vraiment rationnel? Pourquoi cette obsession? La suppression de la TVA est désinflationniste. Le taux d'inflation 2022 moyenne annuelle est de 3,7, le taux de croissance de 3,4. Je vous dis que les chèques sont inflationnistes. La France a 2 fois moins d'inflation. L'inflation est-elle réellement dangereuse? Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à ce sujet épineux qui a fait couler beaucoup d'encre, et notamment depuis l'année dernière et son grand retour suite à la crise du Covid. Actuellement, ces peurs sont encore renforcées par le contexte géopolitique instable, à cause de la guerre en Ukraine, et de ces nombreuses retombées économiques dont on a déjà parlé ici. Alors d'où vient l'inflation? Doit-on craindre son grand retour? Est-elle là pour durer? Quelles conséquences a-t-elle sur notre vie? Et enfin, peut-on la contrôler? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission pour Blast. Avant toute chose, posons les termes. L'inflation, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à cette question, je suis allée interroger l'économiste Jonathan Marie, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord, membre du collectif des économistes atterrés et co-auteur du livre La dette publique. On parle de taux d'inflation, c'est la progression des prix. Et souvent, on évoque l'inflation pour évoquer les prix à la consommation, les prix qui sont payés par les consommateurs quand ils font leurs courses, quand ils payent leurs factures. Donc l'inflation, c'est le rythme d'évolution de ces prix d'une période à l'autre. Bon, vous l'aurez compris, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Si je vous dis augmentation des prix, c'est assez simple à comprendre. Mais ça pose de nombreuses autres questions. L'augmentation des prix de quoi? Et l'augmentation des prix pour qui? Et ça, c'est très compliqué à mesurer et ça ouvre déjà un premier débat. Pour estimer l'inflation, on utilise ce qu'on appelle l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Et on regarde son évolution au travers du temps. Quand il augmente, on a de l'inflation. Quand il diminue, on a de la déflation. Et enfin, quand il grimpe de moins en moins vite, on a de la désinflation. Il y a beaucoup d'enjeux sur la façon dont on va mesurer l'inflation. En France, c'est l'INSEE qui mesure l'indice des prix à la consommation. Donc l'INSEE imagine un ménage, une personne moyenne, qui en moyenne consomme plusieurs types de biens manufacturés, plusieurs services, qui a des dépenses de logement, qui a des dépenses de tabac. Et on imagine que ça, c'est le consommateur moyen. Et on va suivre
période après période, chaque mois, comment évolue ce panier moyen. Seulement, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Car ce consommateur moyen, il n'existe pas vraiment dans la vraie vie. Tous les ménages n'ont pas le même profil de consommation. On ne consomme pas tous du tabac, alors que le tabac va être intégré dans la liste des prix à la consommation. On n'a pas tous un loyer à payer, si on est propriétaire de son logement. On n'a pas tous les mêmes dépenses, contraintes pour se chauffer. Si on habite en ville, dans un appartement bien isolé, les dépenses de chauffage seront faibles dans notre budget, alors que si on est dans un pavillon mal isolé, dans une région plutôt froide, les dépenses de chauffage vont être beaucoup plus importantes. Pourtant, l'INSEE imagine qu'on a un consommateur moyen, et ça forme l'indice des prix à la consommation. Vous l'aurez compris, par principe, l'inflation est un phénomène complexe à observer, et sa mesure ne prend pas nécessairement en compte les inégalités. Il faut donc utiliser cet indicateur avec des pincettes. Mais pour certains, les choses sont très simples. Ça, c'est un dessin animé destiné aux enfants et réalisé par la Banque Centrale Européenne. Ça va peut-être vous faire sourire, mais ce n'est pas une plaisanterie. La BCE a produit ça très sérieusement. Pas de panique. Vous avez juste besoin de plus d'argent. Génial, merci beaucoup. Mais c'est incroyable. Il continue d'augmenter ses prix. On ne pourra jamais rien acheter ici. Eh bien, il vous faut simplement plus d'argent. Attends un peu, je te connais. Tu es l'inflation. Oh, bravo. Comme vous êtes très intelligent, je vais tous vous récompenser par un prix en espèces. Non, arrête. Wow. Dans cette vidéo, on voit donc un monstre qui menace de distribuer des poignées de billets à des gens terrorisés que les prix explosent. Bon, on pourrait commenter cette vidéo pendant des heures, mais on va commencer par la cause de l'inflation. Avant toute chose, je vous rappelle que j'ai déjà consacré 4 vidéos à la création monétaire européenne, dans laquelle on a déjà détaillé le rôle de la Banque Centrale Européenne, si vous voulez en comprendre les mécanismes. Mais ce que la BCE explique dans ce dessin animé, c'est que plus la Banque Centrale Européenne crée de la monnaie, plus les prix augmentent. C'est présenté comme la vérité économique. Seulement, cette approche ne fait pas du tout l'unanimité chez les économistes. La création monétaire n'est pas la cause de l'inflation. La création n'est jamais la cause. La création monétaire est une conséquence de l'activité économique. Donc on observe qu'il y a plus de monnaie quand il y a de l'inflation, bien sûr, puisque comme les prix augmentent, on a besoin de plus de billets, de pièces pour acheter les biens et les services, puisque les prix ont augmenté. Ce que la BCE dit, c'est que quand la Banque Centrale Européenne crée de la monnaie, il y en a trop pour la quantité de biens à acheter. Et donc, les prix augmentent. À partir de là, la Banque Centrale doit toujours faire attention et être modérée quand elle intervient sur les marchés. Vous vous souvenez, c'était ce qu'on avait expliqué sur la lenteur de la BCE après la crise de 2008. Il y a cette communication à laquelle on a été habitué depuis les années 80. L'inflation, c'est mal, ça envoie de mauvais signaux à l'économie, ça doit être combattu. Le premier problème dans tout ça, c'est que la Banque Centrale, en réalité, ne crée pas la monnaie. En tout cas, pas la monnaie qu'on échange tous les jours quand on va faire nos courses ou qu'on va au restaurant. Dans son dessin animé, la BCE n'est pas très claire. On pourrait même dire qu'elle mélange tout. La monnaie que l'on s'échange pour acheter des biens et des services, ce n'est pas celle qui est émise par la BCE. C'est celle créée par les banques commerciales. Et les banques commerciales, elles créent la monnaie sur demande des ménages et des entreprises lorsqu'elles demandent un crédit. Juste comme ça, en tapant sur un clavier, un chiffre qui sera crédité sur votre compte, eh bien ça crée de la monnaie. Et ça, il faut vraiment bien comprendre si on veut saisir les tenants et les aboutissants de l'inflation. La Banque centrale réalise que c'est pas elle qui décide de la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Ce qui décide de la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, c'est le montant, le nombre d'agents non financiers, de ménages, d'entreprises qui s'adressent aux banques, qui sollicitent des prêts, donc les banques commerciales, et les banques commerciales font leur travail de banque. Est-ce que mon client est solvable? Est-ce qu'il va être capable de rembourser? Si oui, alors je lui fournis de la monnaie. Et c'est comme ça que la monnaie est introduite. Et la Banque Centrale Européenne ne peut pas décider du montant que les banques vont octroyer dans l'économie. Donc la Banque Centrale Européenne, elle sait très bien qu'il n'y a pas de causalité directe. Le montant de monnaie que je contrôlerai dans l'économie est l'inflation. Je sais que là, ça peut paraître un peu théorique, mais c'est pour cette raison que j'avais réalisé autant de vidéos sur la création monétaire. C'est complexe, mais ça détermine beaucoup de choses qui, à la fin, ont des conséquences sur notre quotidien.
Parce que si on pense que c'est la monnaie de la Banque centrale qui crée l'inflation, les politiques de gestion de la hausse des prix seront forcément inadaptées. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Dans cette première partie, on a donc démonté une idée reçue. Ce n'est pas la création de monnaie qui favorise l'inflation. Mais si ce n'est pas la Banque centrale, qu'est-ce qui crée l'inflation ? Comme souvent en économie, tout est question de politique. L'enjeu principal, c'est ce que les économistes appellent le conflit de répartition, les oppositions entre ceux qui sont rémunérés par leur travail, les travailleurs, et ceux qui sont rémunérés par leur détention du capital, les capitalistes. Lorsque les négociations sont en faveur des seconds, les salaires stagnent. Et oui, ils n'ont aucune envie de perdre de l'argent en augmentant les revenus de leurs employés. Mais lorsque ce sont les premiers, les travailleurs, qui sont en position de force, ce sont les salaires qui augmentent. Et ça, c'est une approche de l'inflation que l'on entend assez peu. L'inflation, c'est aussi un rapport social. L'inflation, c'est provoqué par les entreprises qui décident ou qui peuvent augmenter leurs prix. Pourquoi les entreprises peuvent décider d'augmenter les prix ? Elles peuvent décider d'augmenter les prix parce qu'elles souhaitent augmenter leurs bénéfices, augmenter leurs marges. Ou elles peuvent chercher à augmenter les prix parce que leurs coûts eux-mêmes progressent. Encore faut-il que les entreprises soient en capacité de pouvoir augmenter les prix. Quand les prix augmentent, vous imaginez bien que les salariés s'en rendent compte et ils peuvent revendiquer des augmentations de salaire puisqu'ils ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Pour ce faire, ils vont s'engager dans un rapport de force, souvent par le biais de syndicats. On n'est pas assez reconnu pour ce que l'on fait et notre salaire n'est pas assez, n'est pas correct pour ce que l'on fait aussi. On est au SMIC toujours, donc vous savez à combien il est le SMIC, donc c'est désastreux. Seulement avec la disparition progressive des syndicats en France, la libéralisation du marché du travail et le choix du chômage, dont je vous avais parlé dans cette émission avec Benoît Colomba, les travailleurs ont progressivement perdu de leur pouvoir de négociation. Est-ce que les travailleurs sont en capacité d'obtenir ces éventuelles augmentations de salaire ? Là encore, tout va dépendre du contexte. Est-ce que les travailleurs ont peur de perdre leur emploi parce qu'il y a du chômage? Est-ce que les travailleurs ont des syndicats suffisamment forts qui peuvent négocier ces augmentations de salaire? Est-ce que les institutions permettent des négociations salariales? Tout ça entre en ligne de compte dans ces négociations salariales. Donc il y a un duo entre la rémunération du travail par les salaires et la rémunération du capital par les profits, et cette rémunération du capital est décidée par l'évolution des prix, décidée par les entreprises. Et tout ça, ça permet de comprendre pourquoi l'inflation en zone euro est très faible depuis les années 80. On pourrait dire que c'est en partie à cause du chômage et de la libéralisation que l'inflation a stagné. Mais il y a d'autres facteurs qui influencent l'inflation. Un de ces facteurs, c'est le rapport de pouvoir des entreprises entre elles et de fait du niveau de la concurrence sur un marché donné. Est-ce que les entreprises sont dans une situation où elles se disent « je vais augmenter mes marges en augmentant mes prix ». Est-ce qu'elles peuvent le faire? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles savent qu'elles produisent déjà au maximum de leur capacité et qu'elles n'ont pas des concurrents qui vont venir leur piquer des parts de marché. Ça, c'est la première raison. Et ensuite, qu'est-ce qui peut susciter cette volonté d'augmenter les prix? Parce que certains coûts supportés par les entreprises augmentent. Est-ce que le coût des matières premières qui entrent dans le site de production augmente? C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Et oui, la mondialisation a une influence sur les entreprises françaises. Elle a diminué leur capacité à augmenter leurs prix. Si avant, les entreprises étaient principalement en concurrence au sein de leur propre pays, en France par exemple, tout ça a changé lorsqu'elles ont été mises en concurrence avec des entreprises du monde entier. Si je fabrique des jouets en France, je suis aujourd'hui en concurrence avec une entreprise qui fabrique des jouets en Chine. Bref, mondialisation, libéralisation, affaiblissement des structures syndicales, vous voyez, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'inflation est restée structurellement basse pendant plusieurs décennies en France. Et pourtant, elle a repris à la suite de la crise du Covid. Les prix pourraient-ils augmenter? L'inflation avait quasiment disparu de nos économies depuis plus de 30 ans, Frédéric, mais les derniers relevés de prix aux États-Unis montrent un retour de l'inflation. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter en France? Alors, c'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que le phénomène commence à inquiéter certains économistes. D'abord, laissez-moi préciser un point important. L'inflation n'est pas explosive en zone euro. Sur les prix des services, on était à 2,4% en décembre. On passe à 2,3%. Sur le prix des biens, donc tout ce qui est associé aux pensions sur les chaînes de valeur, on était à 2,9% en décembre. On passe en janvier à 2,1%. Donc
C'est loin d'être revenu sur les niveaux pré-pandémiques, et d'ailleurs on n'y reviendra probablement pas. Quand elle est explosive, on appelle ça de l'hyperinflation. Et c'est ça qui serait inquiétant pour nous. Seulement, attention spoiler, pour l'instant en France, on est très loin d'une situation préoccupante. L'hyperinflation ne nous guette pas. On est très loin en Europe, en France. Là aujourd'hui, les taux d'inflation, même s'ils ont augmenté, on est ce mois-ci, selon l'INSEE, à 3,3% d'inflation annuelle. C'est-à-dire que les prix ont augmenté de 3,3% selon le palier de l'indice des biens à la consommation par rapport à ce qu'il y avait il y a un an. Mais souvenons-nous, à la fin de l'année 2020, on était proche de la déflation. Les taux d'inflation étaient proches d'être négatifs, ce qui aurait créé d'autres problèmes. Donc là, on est très très loin d'une spirale hyperinflationniste. Donc agiter cette peur de l'augmentation de l'inflation, agiter cette peur de l'hyperinflation, c'est une façon de dire préparez-vous, on va mettre en place des mesures d'austérité pour lutter contre l'inflation, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Non, l'intérêt des travailleurs aujourd'hui, c'est d'obtenir une augmentation des revenus du travail qui doit suivre l'inflation. Et c'est de faire en sorte que l'on organise des mécanismes qui évitent à certains prix de progresser trop brutalement. Encore une fois, l'économie est politique. Répéter à l'envi que l'inflation peut s'emballer et nous plonger dans la même situation que le Venezuela ou l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, c'est politique. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. On résume. La hausse des prix n'est pas si importante que ça en France en ce moment. Et nous n'avons pas à craindre une hyperinflation pour l'instant. Maintenant que ces bases ont été posées, essayons de comprendre pourquoi l'inflation revient quand même aujourd'hui. I'm back. Qu'est-ce qui a bien pu faire revenir l'inflation? Pour comprendre, il faut présenter ce qu'on appelle les chaînes globales de valeur. Alors le terme fait peur parce que ça a l'air super compliqué, mais vous allez voir, en réalité c'est assez intuitif. Avant la mondialisation, la plupart des biens et des services étaient principalement produits dans un seul pays, ou en tout cas dans un groupe de pays proches. Avec la mondialisation, à une échelle intercontinentale, tout ça a changé. Un produit passe par plusieurs pays, parfois très éloignés les uns des autres, pour être fabriqué. Alors, quand il y a un problème quelque part, forcément, ça se répercute partout dans le monde. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine. Laurent Gaumont est un agriculteur inquiet. À la tête de sa ferme familiale en Belgique, il suit avec préoccupation les conséquences de la guerre en Ukraine. Dans l'immédiat, ce n'est pas l'élevage de ses 250 vaches et 600 chèvres qui est menacé. Il craint davantage pour sa production de céréales, de maïs, de betteraves ou encore de pommes de terre. En quelques semaines, le prix des engrais a flambé. Et ça pose la question de la hausse de la valeur des matières premières et de l'énergie. Dans nos pays occidentaux, cette inflation est principalement importée. Ici aussi, la logique est assez simple. Pour produire, nous avons besoin d'importer ce dont nous ne disposons pas nous-mêmes. En fonction des pays, ces importations ne sont pas les mêmes. Certains pays, en fonction de ce qu'ils possèdent et de ce qu'ils produisent, sont plus soumis que les autres aux variations des valeurs des matières premières. Et pour compenser cette hausse des coûts, les entreprises peuvent à nouveau augmenter leurs prix si leur pouvoir de marché le permet. C'est donc ce qu'on appelle une inflation par les coûts. Une inflation un peu importée, en quelque sorte. En gros, cette inflation-là ne vient pas de chez nous et il faut vraiment essayer d'y échapper. Il faut penser certainement à un temps plus long, être moins dépendant de ces importations énergétiques, dont on sait que le prix est amené à progresser mécaniquement, parce que les réserves s'amenuisent. On s'aperçoit aussi qu'il faut être beaucoup moins dépendant de certains fournisseurs pour des raisons géopolitiques. Et c'est donc pour ces raisons, notamment géopolitiques, qu'on a vu le retour de l'inflation. Alors, quand elle a commencé à pointer le bout de son nez, beaucoup se sont mis à paniquer. Aux États-Unis, les salaires en hausse font craindre le retour de l'inflation, une hausse des prix avec à la clé des taux d'intérêt plus élevés. On parle, Thomas Piketty, du spectre de l'inflation, de la menace de l'inflation, de la spirale de l'inflation. Quand vous avez une inflation à 1 ou 2% par an, c'est déjà pas très rigolo. Mais si vous êtes à 4 ou 5 ou 6%, vous avez des loyers, des dépenses contraintes, là ça devient plus rigolo du tout. Mais il faut relativiser. On ne sait pas pour le moment si cette inflation durera dans le temps. Comme souvent en économie, on peut simplement faire des hypothèses. Il y a un élément aujourd'hui qui nous permet de penser que l'inflation va rester, c'est la crise écologique qui a priori va soit s'aggraver,
soit être combattu par une transition écologique qui va bouleverser les chaînes de production. Beaucoup d'économistes pensent que les prix de l'énergie vont augmenter de manière très importante, et ce, quoi qu'il arrive, faisant augmenter la plupart des prix des autres biens et services, puisque tous les secteurs ont besoin d'énergie pour fonctionner, et que donc leur coût de production risque d'augmenter mécaniquement. C'est ça le mécanisme dont je vous parlais tout à l'heure, celui des chaînes de valeur. Et puis, comme je vous le disais, la guerre en Ukraine et les tensions liées aux énergies russes pourraient immédiatement et durablement renforcer ces hausses. Essence et même le gazole au-dessus de 2 € le litre. Cette hausse, liée au conflit en Ukraine, intervient après 2 mois d'augmentation, plus 23 centimes pour le gazole depuis Noël. Quant au gaz, son cours s'enflamme, plus 60% depuis le début de la guerre. Mais dans tous les cas, qu'elle soit temporaire ou permanente, il faut s'interroger sur la gravité de cette inflation et réfléchir aux outils qui peuvent nous permettre de l'orienter. Comment est-ce que nous, on peut influencer l'inflation? Bien sûr, et parce qu'on nous l'a inculqué pendant des décennies, la première idée qui vient à tout le monde, c'est d'utiliser les politiques des banques centrales. Et oui, puisque certains s'appuient sur l'idée que l'inflation est partout et qu'elle est toujours un phénomène monétaire, eh bien c'est par là qu'il faudrait agir. L'idée, quand on demande à la Banque centrale de réguler l'inflation, c'est d'augmenter les taux directeurs pour freiner l'activité et donc la hausse des prix. Vous vous souvenez des taux directeurs? On en avait déjà parlé dans cette vidéo, c'est un peu l'outil de la Banque centrale pour piloter sa politique monétaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, remonter le taux directeur, ça pourrait déclencher une crise très importante du pouvoir d'achat. On diminue l'activité économique, on va ralentir l'inflation. On se dit, bah, c'était l'objectif. Oui, mais limiter l'activité économique, ça a un coût, c'est une augmentation du chômage, c'est une augmentation de la précarité des travailleurs en place, et donc ça ne doit absolument pas être l'instrument que l'on mobilise aujourd'hui pour réduire l'inflation. Un autre argument, c'est que ce n'est pas l'excès d'activité qui est en cause pour expliquer l'inflation aujourd'hui. D'où l'importance de ce que je vous expliquais au début de cette vidéo sur les causes de l'inflation. Il faut en comprendre les causes pour savoir comment la traiter. Rappelez-vous, le problème, c'est avant tout une question de coût de production par les chaînes de valeur globales. Augmenter les taux, ça ne change rien au problème de base. Par exemple, la hausse du prix de l'énergie. Diminuer l'inflation, c'est beaucoup plus compliqué que juste remonter le taux d'intérêt directeur. Il faut donc chercher ailleurs. Et un outil qui est moins connu, mais qui a montré son efficacité plus d'une fois dans l'histoire, c'est le contrôle des prix. Alors certains vont penser que c'est une mesure de dangereux communiste, mais en réalité, c'est aujourd'hui défendu par des économistes, comme Mireille Brunir par exemple, qui propose de mettre un plafond sur les prix de l'énergie et des biens alimentaires. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des dépenses auxquelles les ménages ne peuvent pas échapper. Et ça pourrait en faire couler certains. Si vous êtes déjà juste, voire dans le rouge à la fin du mois, vous ne pouvez pas vous permettre de voir le prix du pain ou de l'essence tripler. On va se poser la question, si les prix du blé augmentent très fortement, faut-il encadrer le prix du pain? Pour certains ménages, les ménages les plus modestes, les dépenses contraintes d'alimentation, en particulier du pain, peuvent être importantes. Donc on peut, dans ce cas-là, on l'a fait massivement, de soutenir certaines entreprises pendant la crise du Covid. On peut imaginer que si le prix du pain devait être encadré, des aides de compensation pourraient être fournies aux boulangers. Une autre solution dont on a beaucoup entendu parler, c'est l'indexation des salaires sur les prix. En gros, faire en sorte que les salaires augmentent à la même vitesse que les prix, mais que ce soit rendu obligatoire par l'État. C'est ce que François Mitterrand avait décidé de faire en arrivant au pouvoir, et il y avait renoncé dès 1983. La première chose à faire, c'est de remettre en place des mécanismes d'indexation des revenus du travail sur l'inflation. Si l'inflation progresse, mais si les revenus du travail progressent au même rythme, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la première chose à faire. Aujourd'hui, le SMIC est révisé en fonction de l'inflation, mais les autres salaires, eux, ne le sont pas. On pourrait donc imaginer une généralisation de ce système d'indexation à l'ensemble des salaires. Ce système de régulation est généralement caractérisé par un niveau d'inflation plus élevé. Or, trop d'inflation, ou une inflation qui n'est pas suivie par une augmentation conséquente des salaires, eh bien ça diminue le pouvoir d'achat. Pour Jonathan Marie, il est donc urgent d'enrayer cette dynamique en pensant encore plus large. Toutes ces politiques d'encadrement de prix qui peuvent être utiles. Ponctuellement, on disait contraindre le prix du gasoil à ne pas augmenter très fortement à court terme, ça peut être utile. Mais ça nécessite une articulation de ces mesures avec d'autres mesures. Encadrer le prix du loyer ou limiter l'encadrement des loyers, ça doit être accompagné par une politique du logement et la progression du parc du logement social. L'encadrement du loyer seul,
c'est utile, mais c'est insuffisant. Donc on doit avoir un ensemble de politiques qui nous emmènent dans le modèle économique et social que l'on désire. Je posais la question en introduction, doit-on avoir peur de l'inflation? Avec ces niveaux actuels, la réponse est donc plutôt non. La vraie crise qui devrait nous inquiéter, c'est celle de la paupérisation des travailleurs, d'un chômage trop important et d'une hausse des inégalités. Et ça, il faut le prendre en compte lorsqu'on parle d'inflation. L'annonce surprise du Premier ministre Jean Castex ce week-end, tous les Français bénéficieront donc d'une réduction de 15 centimes par litre d'essence à la pompe. Un retraité qui habite dans la Creuse à 15 km du supermarché, qui a besoin d'utiliser sa voiture pour aller faire ses courses, est-ce que c'est normal qu'il paye le même prix son carburant que un Parisien qui a un SUV et qui va tous les week-ends à Deauville? On peut se poser la question de se dire on va limiter l'effet de l'augmentation des prix du carburant en disant sur certaines catégories, soit on fait un chèque, soit on contingente l'accès au premier litre de carburant à un prix différent d'une consommation qui serait excessive. Donc tout ça, ça nécessite de penser des mécanismes d'encadrement des prix qui sont loin des mécanismes de marché. Car enfin, une hausse des salaires ne serait pas une charge insoutenable pour les grandes entreprises qui ont enregistré des taux de marge jamais vus auparavant. Attention, je vous parle ici de très grosses entreprises, pas de votre boulanger de quartier. Les entreprises verront leurs marges se réduire, mais les marges atteignent des records. La répartition, la part du produit intérieur brut qui va à la rémunération du capital atteint des records. Depuis les années 70, il y a 10 points de PIB qui sont passés de la rémunération du travail vers la rémunération du capital. Enfin, un retour de l'inflation, ça peut aussi aider les entreprises. L'inflation, ça réduit la charge de l'endettement. Et ça permet donc aux entreprises de faciliter le remboursement de leurs dettes et même peut-être de plus investir. Donc pour ceux qui ont des besoins à financer par l'endettement, l'inflation est plutôt bénéfique. Et des besoins en lien avec la transition écologique, on en a beaucoup. Quand on est dans cette situation-là, qu'on a des revenus qui progressent plus vite que l'inflation, ou au même rythme que l'inflation, les dettes que l'on avait antérieurement voient leur niveau, leur poids dans nos dépenses se réduire. Donc l'inflation, c'est pas toujours mauvais. Et ça, ce n'est pas le cas pour tout le monde. L'inflation, justement parce qu'elle fait baisser la valeur de la monnaie et qu'elle allège la rémunération de l'endettement, pénalise les rentiers. Rentiers qui s'enrichissent sans apporter de contribution significative à la stimulation de l'activité économique. Il vaut des milliards en or, en dollars, Alors maintenir une inflation très basse, c'est surtout à eux que ça profite. Et on peut se demander si ça vaut vraiment le coup. Qui cherche à ce que l'inflation soit basse? Ceux qui s'accommodent très bien de la situation actuelle. Qui s'accommodent très bien de la situation actuelle? Ceux dont les revenus progressent avec l'inflation. Ceux qui ont des revenus importants tirés de la rémunération du capital. Les actionnaires des grandes entreprises, l'inflation, aujourd'hui, elle est synonyme d'augmentation des dividendes. L'inflation est donc assez loin de l'idée qu'on s'en fait. Il ne s'agit pas d'un simple excès de monnaie qui susciterait une hausse des prix incontrôlable à la vénézuélienne. C'est un phénomène plus complexe et finalement très politique. Le cœur de la question, c'est le pouvoir de négociation des travailleurs et la force qu'il leur confère dans le conflit de répartition qui s'opère entre le travail et le capital. Plus il est important, et plus les travailleurs pourront exiger des augmentations de salaire qui pourraient ensuite entraîner une hausse des prix. Mais comme on l'a vu, depuis les années 80, ce pouvoir de négociation des travailleurs, tout comme la capacité des entreprises à augmenter les prix, se sont effondrés. La résurgence récente de l'inflation est directement liée à des cassures et des insuffisances dans les chaînes globales de valeur, ces liens entre des entreprises interdépendantes les unes des autres à l'échelle internationale. Et même si ces cassures peuvent être temporaires, l'inflation pourrait redevenir partie prenante de notre économie avec les effets de la crise écologique sur les prix de l'énergie. On a vu également qu'il était possible de la ralentir par des politiques d'austérité qui auraient des conséquences dévastatrices, mais également par un contrôle des prix. Une hausse du taux d'intérêt directeur pourrait aussi permettre de la ralentir à la marge, mais au prix de l'effondrement probable de l'économie et des marchés financiers. Logiquement, traiter l'inflation ne devrait pas être la priorité des politiques en ce moment. La crise la plus importante à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est celle du pouvoir d'achat.
Plutôt que de juguler l'inflation, il faudrait, selon certains économistes, envisager des mécanismes qui permettraient aux salaires de la rattraper pour retrouver des gains importants de pouvoir d'achat après des décennies de compression salariale. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a un peu éclairé sur cette notion complexe qu'est l'inflation. Je voudrais remercier Pierre Funello, le talentueux doctorant en économie. Quand vous suivez cette vidéo, vous vous rendez compte qu'on est dans une manipulation terrible. Quand tu suis ça, comment le jeune garçon là explique, c'est dans une manipulation. Je vais revenir sur le sujet du nos de demain avec les déplacements des populations. Je vais vous expliquer ce qui se cache derrière. Je vais vous expliquer ça demain. Quand je vous parle, si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer ça. La guerre au Nozo et les déplacements des populations. Parce que c'est demain. Quelle est la politique qu'il y a derrière ça? Parce qu'il y a une politique. Même que les enfants de la forêt sont étrangers. Ils ne comprennent pas. Quand ils ne se passer. Observez bien. Comment les déplacements s'effectuent. Je vais faire la comparaison entre la crise de Boko Haram et la crise du Nozo. Demain, vous allez voir. Bonne soirée. Un pot de pain de cinéma. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où j'habite la vie ici. Tu souffres de camboronis aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui n'entraîne des tubes. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville?